Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 8h19 et je suis avec Laurent Saint-Martin, le rapporteur général du budget. Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour. Alors on va regarder évidemment les pépites du budget, les annonces, mais d'abord la philosophie. Est-ce que vous n'avez pas un train de retard ? On le sait, c'est un budget tourné vers l'offre, la baisse des impôts de production pour les entreprises, un budget d'investissement. Mais là, la pandémie repart. Le risque, c'est que l'économie se grippe de nouveau. Et certains économistes, comme à l'OFCE, disent ce budget loupe la dimension relance de la demande. Non, c'est un budget effectivement pour 2021 avec le plan de relance pour faire un constat clinique de ce qui s'est passé. Avec la crise, avec le confinement, nous avons mis notre économie sous cloche, nous l'avons mise à l'arrêt. Donc ce n'est pas une crise financière classique. À partir du moment où vous mettez une économie à l'arrêt, il faut redémarrer la machine. Et redémarrer la machine, il n'y a pas 36 manières de le faire, il faut effectivement le faire par l'offre. Il y a aussi quelques mesures de demande, notamment les demandes pour le véhicule propre, des demandes pour la rénovation des logements, qui va justement remettre une machine en route, notamment sur le secteur du bâtiment et le secteur de l'automobile. Mais vous n'avez pas peur que ça ne soit pas aussi simple qu'on avait prévu au départ, de faire effectivement off puis on. Là, on est en train, durablement, avec des mesures de reconfinement, d'arrêter à nouveau certains secteurs de l'économie. Et donc, est-ce que ce budget-là, c'est pas le budget qu'on a réfléchi il y a 1 ou 2 mois ? Non, parce qu'en parallèle de cela, nous continuons le soutien à l'ensemble des secteurs économiques qui restent en souffrance. Moi, il y a une courbe que j'aime bien décrire, c'est celle de la courbe Anka, qui est reprise par certains économistes. Effectivement, vous avez des secteurs qui ont redémarré, qui redémarrent même assez fort, et cela, il faut investir avec eux, publiquement, pour justement créer des emplois de demain, créer les meilleures conditions de croissance. Puis vous avez certains secteurs d'activité qui sont toujours en difficulté, qui sont toujours en souffrance. La restauration, l'hôtellerie, le tourisme, l'événementiel, le monde de la nuit, tout cela, il faut rester à leur chevet. Et donc finalement, c'est en parallèle que nous présentons ce plan de relance pour la France de demain, pour l'avenir, parce qu'il faut surtout bien penser à investir dans un moment tel qu'une sortie de crise, et puis rester au chevet des secteurs qui restent le plus en souffrance. C'est ce que nous faisons. C'est une autre forme du en même temps, c'est-à-dire savoir rester très terre à terre avec les entreprises qui souffrent aujourd'hui. Il y en a encore un certain nombre, et puis préparer l'avenir avec celles qui sont prêtes à redémarrer. Vous avez vu Bruno Le Maire hier, il n'exclut pas qu'il y ait un 4e projet de loi de finances rectificatif pour 2020. Il y aura peut-être 2 ou 3 projets de loi rectificatifs pour 2021 aussi. C'est pas qu'il n'exclut pas. En fait, le projet de loi de finances rectificative numéro 4 existe depuis toujours, puisque ça s'appelle celui de fin d'année, celui de fin de gestion. Donc de toute façon, il existe. Et ça permettra justement d'ajuster un certain nombre de crédits budgétaires pour les secteurs les plus en souffrance. Après, vous avez raison, l'enjeu c'est quid de 2021 si il doit y avoir des nouvelles fermetures pour des raisons sanitaires. Aujourd'hui, nous faisons le pari de l'optimisme et de la confiance. C'est-à-dire que tous les secteurs d'activité qui redémarrent, nous devons les accompagner pour qu'ils aillent plus fort, plus vite. Et on a un objectif très clair que les Français doivent savoir, c'est de ressortir de cette crise dans 2 ans à un niveau plus fort que celui d'avant-crise. Alors on va parler de certaines mesures du budget 2021. La suppression de la taxe d'habitation pour tous, y compris les 20% les plus aisés. Je rappelle que c'est 2 500 € pour un célibataire de revenus mensuels. Vous le faites un peu à contre-cœur parce que le Conseil constitue vous y contraint. Le gouvernement souhaitait au départ repousser cette mesure de la suppression de la taxe d'habitation pour tous. Non, moi je fais partie de ceux qui ont dit depuis le début qu'une taxe d'habitation, si elle est injuste pour certains Français, elle doit l'être pour tous. Et donc nous avons voté déjà l'an dernier, à l'automne dernier, pour le projet de loi de finances 2020, la suppression de l'ensemble de la taxe d'habitation pour tous les Français, c'est-à-dire y compris les 20 derniers pourcents des contribuables qui payent la taxe d'habitation. C'est bien, c'est une mesure de justice fiscale. Si il est injuste de la payer plus cher à Aubervilliers qu'à Paris 16, alors il faut que ce soit le cas pour tout le monde. C'est ce que nous faisons en 3 ans pour les 20% restants. Alors vous parliez du soutien aux secteurs qui ont besoin de redémarrer comme l'automobile. Alors c'est pas aussi clair que ça. C'est-à-dire qu'effectivement on a échappé à cette proposition de la Convention citoyenne de taxer les véhicules en fonction de leur poids. Serait pénalisé notamment les SUV, pourquoi pas, mais surtout les véhicules électriques qui pèsent lourd à cause de leur batterie. Ça, c'était rejeté. Vous n'avez pas peur que certains députés reviennent à la charge pendant le débat ? Le sujet, c'est celui de la fiscalité écologique dans le secteur automobile, pendant que ce secteur-là est lui-même en souffrance et a besoin de redémarrer. Il faut une fiscalité intelligente. Moi, je ne suis pas contre le principe des bonus-malus, ça marche plutôt bien, ça accompagne une filière et la demande vers plus de véhicules propres. La transition. Ça me va bien, ça me va bien. D'ailleurs, on va plus loin dans la logique du bonus-malus. Le malus au poids,
en plus d'être limite constitutionnellement, je le trouve assez mal pensé personnellement. Parce que comme vous le dites, il faudrait sortir les véhicules électriques et les véhicules hybrides du processus. Donc constitutionnellement, ça recrée encore une difficulté. Et je trouve que la notion du poids, la variable du poids n'est pas la bonne. Il y a les émissions, qui sont une bonne variable, très objective, qui nous permettent de savoir si une voiture pollue plus qu'une autre. Restons, à mon avis, sur ce créneau-là. Augmentons l'incitation à convertir sa voiture vers un véhicule propre. Ça, il n'y a pas de problème. Si et seulement si, je termine là-dessus, l'industrie automobile va dans le même sens au même moment. Parce que si vous mettez la demande avec un temps d'avance, c'est l'industrie automobile qui ne sera pas prête à la fournir. Et surtout, c'est l'industrie automobile qui sera en souffrance. Et c'est là un enjeu social qui, du coup, prend le relais. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites, parce qu'en matière de transition écologique pour les véhicules, il y a plutôt plus de malus et moins de bonus cette année. Plus de malus, puisqu'on va passer un plafond qui va passer de 20 000 à 40 000 en 2021, 50 000 euros pour une voiture très polluante, Oui. En 2022. Et à l'inverse, le bonus, il diminue, puisque l'achat d'un véhicule électrique de moins de 45 000 euros, on va passer de 7 000 à 6 000, puis à 5 000 euros. Et pour l'hybride aussi, on va baisser les aides. Alors, la cohérence de quoi, c'est ça ? Il y a une incitation qui est renforcée pour la conversion aux véhicules propres. Vous avez raison, plus que proportionnelle. C'était là aussi une demande de la Convention. Il y a moins de bonus maintenant. Oui, l'incitation est donc renforcée à faire une transition vers les véhicules propres. C'est-à-dire que vous êtes davantage taxé si le véhicule pollue plus. C'est plus le bâton que la carotte. Oui, mais c'était une demande de la Convention citoyenne pour le climat que nous avons repris. Je rappelle que c'est important de faire de cet exercice de démocratie participative une traduction autant que faire se peut avec le Parlement. Je dis juste une chose, moi. Il faut que l'industrie, il faut que le secteur automobile réponde présent quand la fiscalité est votée au Parlement. Si nous le faisons en décalage, ça ne marche pas. Et là, aujourd'hui, ce que nous le faisons en concertation avec les acteurs de l'industrie automobile qui aujourd'hui sont capables de fournir une offre pour des véhicules plus propres, et il faut qu'un maximum de nos concitoyens, petit à petit, avec ces incitations fiscales, se dirigent vers l'acquisition de véhicules plus propres. Peut-être qu'il aurait fallu un tuilage peut-être un peu plus progressif, ça va baisser vite pour les hybrides. Hybride rechargeable, l'aide va diviser par 2 pour l'hybride. Vous avez remarqué que c'est progressif sur plusieurs années. Vous allez avoir du pain sur la planche peut-être avec votre majorité sur ce débat sur les contreparties. On l'a dit et on s'en félicite. Le budget 2021 est très favorable aux entreprises, avec notamment la baisse d'impôts de production, 10 milliards en 2021, puis les mêmes 10 milliards en 2022. Du coup, certains exigent des contreparties de la part des entreprises, même au gouvernement, même le ministre de l'économie. On parle de charte. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Oui, je crois qu'il faut être exigeant et demander des engagements réciproques de la part des entreprises. C'est pas je te donne de l'argent public contre quelque chose. Je ne crois pas à la conditionnalité de la baisse des impôts de production, par exemple. C'est absurde. Si on baisse la fiscalité, c'est juste pour que les industries reviennent dans notre pays. Elle est là, la condition. Elle est intrinsèque à la mesure. Alors, si c'est pas des conditions, en revanche, c'est quoi ? toute sortie de crise est une occasion inédite de repenser un modèle économique. Et je crois que l'entreprise doit reproposer comment améliorer le partage de la valeur dans l'entreprise, comment mieux respecter les trajectoires bas carbone, comment peut-être aller plus loin sur le congé paternité, comment repenser des nouveaux indicateurs sur l'égalité entre les femmes et les hommes en entreprise. Mais bref, concrètement, ça prend quelle forme ces contreparties ? Non, mais c'est très concret. Les entreprises le font. Dans la RSE, tout ce que vous dites, ça y est. Donc, des engagements fermes, paritaires, de la part du patronat, de la part des syndicats. Il y a un moment aussi où on peut faire du législateur. Mais ça, c'est de la politique. Concrètement, ça veut dire que, ok, tout ce que vous dites, c'est la RSE et les entreprises le font tous les jours et s'efforcent d'aller dans ce sens-là. Mais est-ce que à l'Assemblée, des députés vont rendre ça contraignant ? Mais moi, je crois que si nous obligeons les entreprises à respecter un certain nombre de critères avant même d'être bénéficiaires de l'aide, ça ne marche pas. Je crois qu'il faut engager un dialogue de place avec l'ensemble des parties prenantes. C'est ce que je dis. Le syndicat patronal, les syndicats de salariés doivent ensemble nous proposer, je crois, une feuille de route de ce qu'est l'entreprise du 21e siècle. Moi, c'est ma vision de la contrepartie. La meilleure contrepartie, ce sont des entreprises vivantes qui se développent, qui croissent et qui créent de l'emploi. Ça, elles n'ont pas attendu le gouvernement pour faire ça. Non, mais par contre, elles ont besoin de conditions fiscales réglementaires qui leur permettent de le faire. C'est pour ça qu'on baisse les impôts de production, c'est pour ça qu'on met une politique de l'offre offensive pour que notre pays devienne plus compétitif et soit plus attractif pour les investissements et pour l'emploi. Mais c'est pas pour autant qu'il faut dire que l'entreprise d'aujourd'hui est parfaite et qu'il n'y a pas des progrès à faire, notamment en sens ça. J'insiste sur le partage de la valeur. Je crois que les salariés doivent être davantage bénéficiaires des progrès d'une entreprise à l'avenir après ce plan de relance. Et on verra comment les députés de la majorité traduiront ces engagements. Est-ce que vous êtes un rapporteur pro-business, Laurent Saint-Martin ? Je suis un rapporteur pro-emploi. Et quand on est pro-emploi et qu'on a compris comment fonctionne
fonctionner une entreprise, puisque je l'ai fait dans ma vie d'avant, on est forcément pro-business. Merci Laurent Saint-Martin, député à l'AREM et rapporteur général du budget.